Donc, bienvenue à tous aujourd'hui pour notre deuxième journée de la pédagogie qui porte cette année sur la formation hybride. Donc, aujourd'hui, toutes les activités vont être centrées pas mal autour de ça. Ce matin, on commence, on est vraiment très chanceux. On a une délégation de l'Université d'Ottawa qui s'est donné comme mission de faire passer 20 de ses cours en format hybride d'ici 2020. Donc, quand on a vu ça, quand on a su ça, on a allé les voir, puis ils sont très intéressants, puis on les a invités pour venir nous présenter ça. Donc, on a d'abord Jovan et Nancy qui vont nous parler du contexte plus général. Puis ensuite de ça, on a 3 professeurs qui vont venir parler de comment ils ont intégré ou comment ils intègrent la formation hybride dans leurs cours. Donc, je vais, sans tarder, leur laisser la parole. Donc, Jovan Groen, qui est directeur du service de du Centre de pédagogie universitaire. Centre de pédagogie universitaire. Donc, et voilà, Jovan, je te laisse la parole. Merci, merci. Et bon matin. Ça va, le monde sont bien caffinés. Plus ou moins, je vais les caffer. C'est la première fois que j'ai un micro de ce type, là, donc si je commence à chanter, je m'excuse dès le départ. Là. Mais effectivement, comme le mentionne Éric, on vient partager quelques expériences à l'Université d'Ottawa, plein feu. Donc, on est une incendie quasiment là, à l'Université d'Ottawa avec les choses qu'on essaie de faire. On a plusieurs défis qui viennent avec ça et on vient partager, prendre vos questions, y songer, réfléchir pour évidemment enrichir notre expérience. Ça fait quelques années qu'on joue là-dedans et on va un peu partager de ce que c'est en fait. Donc, voici un peu le plan de la matinée. On va commencer à déblayer le terrain et discuter un peu du contexte qu'on vit à l'Université d'Ottawa, où ça a commencé et comment. On va définir un petit peu ce que c'est l'hybride pour nous. On va parler un petit peu des modèles de formation qu'on a créés, qu'on a conçus dans notre contexte, les défis, les avantages, les bénéfices associés à ça et ce qui est offert au corps professoral. Et en fin de compte, on va vous présenter les seuls 3 professeurs qui ont participé à notre initiative. Non, c'est pas vrai. Là, non. On a plusieurs profs, quasiment au-dessus d'une centaine en ce moment, qui ont embarqué. Et on a choisi 3 profs qui ont des pratiques exemplaires qu'on veut vous démontrer et qui ont choisi de participer un peu à la journée aujourd'hui. Donc, on est très chanceux de les avoir avec nous. Entre autres, Hassan Aoud, qui est diplômé de l'ETS avec sa maîtrise ici, il y a des années également. Donc, il vous revient. Il disait, en rentrant, mon Dieu, c'est changé, les choses ont changé. Puis, on regardait les projets que vous avez utilisés dans vos compétitions, les voitures et autres. Hein, il me disait, écoute, c'est très bien ici à l'ETS, par contre, j'aimerais pas vraiment en parler parce qu'ils gagnent tout le temps. Et l'Université d'Ottawa place jamais. Voilà, donc. Mais écoute, c'était bien d'aller faire un petit peu la tournée des projets également. Donc, effectivement, je m'appelle Jovan, à la direction du Centre de pédagogie universitaire. On est de plus en plus impliqués dans cette initiative hybride. On en apprend beaucoup en passant par ça. Et on fait partie d'un service d'apprentissage et d'enseignement qui est plus large et qui comprend plusieurs secteurs. Donc, on va parler, sans plus tarder, un petit peu de ce que c'est dans notre contexte. Donc, comme activité brise-glace, comme vous êtes plus ou moins bien caffiné et vous connaissez un peu, on pensait peut-être avoir un élément de conversation avec vos voisins et qu'on pourrait, avant d'expliquer notre propre définition de ce que c'est l'hybride, que vous preniez l'occasion, peut-être 1 minute et demie, et vous présentez à votre collègue, vos collègues autour de vous, votre voisin, et discuter de ce que ça veut dire un cours hybride pour vous. Quelle est votre définition de ce que c'est? Peut-être qu'on va pouvoir ajouter à ça vers la fin de la présentation, mais on est curieux en forme de diagnostic là, à savoir ce que c'est pour vous en ce moment. So, je vous donne 1 minute et demie. Tournez-vous vers un ou une collègue, définissez ça. Go!
On revient à la grande discussion. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire un cours hybride? J'ai pu un peu faire le tour, écouter les conversations. J'ai eu quelques personnes qui disaient que ça portait sur des classes inversées, donc c'est-à-dire faire du travail autonome dès le départ et faire des choses différemment en salle de classe. Il y avait du monde qui définissait un peu comme ça. Il y avait du monde qui disait peut-être c'est des cours à distance en direct en même temps, où j'avais entendu des définitions de cours d'interaction en ligne différées à d'autres moments. J'ai également entendu « je ne le sais pas ». Excellent, bonne définition également. Ça. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui sont revenues en conversation? Je vous vois, et peut-être qu'on peut vous amener un micro. Ça se peut-tu, Éric? Je sais que vous faites l'enregistrement de la session et on pourra entendre votre définition. Juste en arrière, on voit la main, la dame, directement en arrière ici, voilà. Donc, plusieurs définitions possibles et des définitions qui peuvent interagir ensemble et qui peuvent fonctionner également ensemble. Oui. On m'entend? Bonjour, oui. C'est Sam Francine Duval, conseillère pédagogique ici à l'ETS. Une réduction du temps passé en classe. OK. C'est la définition que je donne. Si on le met sur un continuum qui est à partir de totalement face à face, à pas du tout, ça se situe à peu près au milieu. OK. Donc, de face à face à pas du tout, il y a un continuum et ça se place à un remplacement de temps en classe. C'est plus ou moins? Oui. OK. Autre définition? Oui, ici? Oui, bien, Eric arrive en même temps, là, donc ça sera vous deux. Là, voilà. Okay. Bonjour, je suis étudiante en doctorat, mais je suis chargée de TP de laboratoire. Et un cours pourrait être morcelé en plusieurs parties. Chaque partie sera identifiée à un groupe et le groupe d'étudiants va préparer la partie qui a requis pour le cours prochain et ce sont les étudiants qui vont enseigner. Et le professeur pourra superviser leur acquis et la façon d'enseigner, ce qui est pertinent ou pas pertinent dans le cours. Donc, ils vont contribuer en tant qu'animateurs. Oui, un peu. Et le cours sera, les étudiants seront beaucoup plus actifs et je pense qu'ils vont beaucoup plus apprendre de cette manière que d'écouter un cours magistral où ils ne participent pas deux fois. Bien, un format engageant, effectivement. OK, merci. Autre contribution? Oui, on a un monsieur ici, pauvre Eric, qui fait il y aura ses exercices, en fait, aujourd'hui. Il fait le tour, hein, en haut, en bas, les escaliers. Oui, le cours hybride, au fait, on a une expérience au niveau de l'ETS qu'on a appelé aussi un cours multimodal. OK. Et l'idée, c'est d'amener ou de transformer l'apprentissage sous différents modes. OK. On va distinguer un mode préparatoire qui se fait à distance, où l'étudiant va recevoir les parties de démarrage du cours sous forme de vidéo enregistrée par l'enseignant et commentée, oui, avec de l'interactivité. C'est le premier mode. Le deuxième mode, il va être en classe pour revenir sur les questions qui posent problème et approfondir et faire des activités, donc le mode actif en classe. OK. Puis on a le mode encore à distance et là synchrone, parce que l'autre c'était de la synchrone. Le mode à distance synchrone où on amène l'élève à faire de la pratique sur des manipulations de laboratoire. Donc il se connecte au laboratoire, il fait des mesures et là-dessus il va voir la relation entre théorie et pratique, exercer et appliquer ses connaissances et redonner ses résultats pour avoir le feedback de l'enseignant. Donc on le voit hybride, mais on l'appelle beaucoup plus multimodal. Multimodal. OK, merci. Merci. Et on va prendre une dernière définition. Madame, oui? Bonjour, c'est Fatia Kacher, chargée de cours mathématiques au SEC. Moi, je donnerais une définition générale des cours hybrides. Je dirais c'est toute méthode ou moyen que l'enseignant utilise pour transmettre sa matière. C'est d'une façon générale. Okay. Peu importe la méthode. Donc,
c'est le moyen qu'il trouve, qu'il juge pertinent pour transmettre sa matière. OK. Et merci. Merci. En fait, on a un petit peu les morceaux de toutes ces définitions-là et on retrouve dans la littérature plusieurs termes hybrides, bimodal, modèle mix, les flexibilités entre l'apprentissage et l'enseignement. Nous, on a choisi d'utiliser hybride, qui veut dire plus ou moins la même chose que ceux-ci, mais on s'entend que c'est la combinaison de l'en-classe et d'activités ou de classes en ligne. Donc, c'est-à-dire une distribution d'activités qui ont lieu en ligne et en classe, n'importe quelle distribution là, qui se complémente. Et on va être plus spécifique dans un instant. Là. Effectivement, par le biais de cette définition-ci. Et c'est un remplacement. Donc, disons si on a un cours de 36 heures pour un semestre, qui s'enseigne peut-être 3 heures, un cours de 3 heures semaine pendant 12 semaines, ou 2 cours d'1 heure et demie par semaine pendant 12 semaines, qu'un montant de ce temps en classe soit remplacé par des activités ou des sessions en ligne, qui pourraient être en direct ou différées, ou des activités autonomes par le biais de modules, de lecture, de vidéos ou autre chose. Donc, pour nous, on a défini l'hybride de cette façon. Et je crois que c'est important de dire que même si nous, à l'Université d'Ottawa, on a défini de cette façon-là, qu'il y a plusieurs profs, et on encourage à travers notre campus, qui utilisent des classes inversées, c'est-à-dire des flipped classrooms. Qui a déjà entendu ce terme-là, flipped classroom ou classe inversée? La majorité d'entre vous, et vous l'avez défini, entre autres, dans vos échanges. Et nous, on le voit également, donc c'est-à-dire le 36 heures reste là. Par contre, des professeurs montent des vidéos, des activités où les étudiants s'engagent avant de prendre le cours, à bien comprendre et à saisir le contenu peut-être, et à utiliser le temps en classe différemment. Donc, c'est-à-dire en groupe où ils ont plus d'activités et moins de présentations magistrales, disons. Donc, c'est inversé à ce moment-là. Donc, on a des profs qui exercent les deux en même temps. Donc, c'est-à-dire que même s'ils ont remplacé des temps en salle de classe de façon très stratégique, peut-être que les étudiants ont des devoirs ou des activités à faire avant de venir en salle de classe pour utiliser leur moment différemment également. Mais nous, quand on essayait de définir notre contexte et ce terme dans notre contexte, on trouvait que c'était important de faire une différence entre les deux. Parce que des fois, si on les mélange beaucoup, un cours qui prendrait, disons, 8 à 10 heures par semaine pour un étudiant entre préparation et les temps en classe, bien, ça deviendrait de plus en plus large parce qu'il y avait ce qu'il faisait en salle de classe, tous les devoirs avant, les travaux scolaires, les vidéos à voir, les lectures et tout ça. Ça devenait tant de fou. Il y avait 5 cours par semestre et ça devenait 10 cours. Donc, pour nous, à notre université, par crédit, c'est 45 heures par crédit pour le temps en classe, la préparation au cours, les travaux de cours et tout ça associé. Donc, disons, nos cours ont 5 crédits, ou c'est 3 crédits? 3 crédits, pardon, c'est 135 heures en fin de compte. Donc, si on ajoute tout ça ensemble, on essaie de donner des balises à notre affaire, parce que quand on mélange les deux, des fois, ça devient 200 heures pour un cours de 3 crédits, assez vite. Hein? Donc, on essaie d'arrimer un peu nos définitions à cet égard, mais on revient à ça. Dans notre contexte ici, on discute d'un remplacement de temps. Donc, disons, notre 36 heures pour un cours plus ou moins général, on remplace quelques-uns de ces heures-là avec du temps hors classe. Donc, il ne se présente pas en salle de classe. Right? Donc, on a l'aspect en ligne et l'aspect ensemble. Je dois également mentionner qu'on a eu plusieurs discussions à la distribution du moment en ligne et des moments en salle de classe. Initialement, on avait comme but de faire un 50%, 50%. Donc, c'est-à-dire 50% en salle de classe et 50% ailleurs, et avec grand intérêt, comme on le pense, du registraire qui disait « Ah bon, ben c'est intéressant ça, si ce serait possible, on pourrait avoir un groupe A, disons les lundis, qui viendrait semaine 1, et une autre classe, groupe B, le prochain lundi, semaine 2, et vous pouvez alterner. Et on peut utiliser le même espace pour
deux choses, hein? Et ça pourrait nous sauver. On a 44 000 étudiants à l'Université d'Ottawa et on est un campus urbain comme vous, et je pense qu'on a des mêmes défis. On n'a pas d'espace. On a des cours le samedi, on a des examens le dimanche maintenant. On est en période d'examen, vous le vivez. Donc, on a ces expériences-là. Donc, le registraire s'intéressait beaucoup à ce niveau-là. Par contre, avec notre service et la discussion du comité avec les professeurs, ce n'est pas une décision administrative, c'est une décision pédagogique qui va concrétiser la distribution de ce temps-là. Donc, c'est-à-dire la distribution entre l'en-classe et ce qui va aller en ligne, c'est la séquence des contenus, c'est l'interaction avec les étudiants, avec leur apprentissage, avec la trame d'idées qui vont suivre, avec les travaux. C'est une reconception d'un cours, en fait. Hein? Et des fois, vous allez peut-être avoir un 20% en ligne et un 80% en face-à-face. Et peut-être que vous allez avoir 3 classes face-à-face avant d'avoir un cours en ligne pour préparer les étudiants à ça. Donc, c'est maintenant la pratique à l'Université d'Ottawa. On utilise les salles comme normal. Des fois, il y a des semaines où ils ne sont pas utilisés et que c'est quelque chose en ligne, mais c'est le professeur qui décide le rythme et la distribution de ces moments-là. Donc, un choix qui était particulier chez nous. Donc, j'aimerais un peu discuter du raisonnement derrière notre initiative et le choix d'aller vers ça comme université. On a quelques volets à expliquer ça, mais avant d'entamer cette discussion, basée un peu sur notre réflexion de cette définition, pourquoi est-ce qu'on voudrait choisir ce format-là? J'avais entendu un peu parler de la flexibilité avec le temps et la géographie, les lieux, pour ceux qui ne sont pas nécessairement présents tout le temps, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons. Donc, je vais vous laisser encore 1 minute et demie. Vous pouvez rediscuter avec vos collègues. Je serais curieux d'entendre votre raisonnement. Pourquoi aller vers ça ou ne pas y aller également? Donc, je vous donne 1 minute et demie et on recommence. Ça va? Allez-y. Je garde le temps qui file. Et j'aime ça voir le monde qui sont dedans le matin. D'habitude, le dernier cours que j'enseignais, le matin, ça prenait du temps. S'engager dans les discussions. On va prendre quelques définitions ou des échanges. On va en prendre peut-être, s'il y a d'autres mondes. On va commencer avec 2, disons, et puis on pourra continuer. Madame, Oh, vous allez passer le micro, pardon. Je pensais que vous avez quelque chose à partager. Des raisonnements pour le choix d'un cours hybride ou des réflexions à cette question-là? Oui, bonjour. Je crois qu'un cours hybride, c'est vraiment intéressant parce que quand l'étudiant est engagé dans son apprentissage de façon plus active, j'ai l'impression qu'il intègre beaucoup mieux la matière. Pour lui, c'est beaucoup plus facile après ça de l'appliquer dans des cas réels ou en situation de travail. Par contre, quand on parle de remplacement du temps en classe, par expérience, souvent les élèves ils ont beaucoup de choses à faire. Donc, le 3 heures, par exemple, qu'on dit ça va être une activité en ligne ou souvent, parfois, c'est pris pour faire d'autres travaux dans d'autres cours. Donc, il faut faire attention là-dessus. Donc, la gestion de son temps et des études également, ça peut prendre là-bas. Un dernier commentaire avant de continuer? Oui, madame. Nicole Baudry de l'UQAM. Alors, conseillère pédagogique dédiée aux étudiants en situation de handicap. Donc, le cours hybride, pour moi, est un moyen fort intéressant pour eux, puisque ça donne le temps de revoir, par exemple, certaines parties du cours, de faire les exercices à leur propre rythme aussi. Donc, c'était une des choses importantes que j'y voyais. Donc, au niveau de l'accessibilité OK. Bien, excellent. Nous, à l'Université d'Ottawa, on a essayé de définir ça, en fait, en 3 volets. Donc, il y avait l'aspect recherche et ce que la recherche nous dit portant sur l'utilisation des cours hybrides et autres. Le contexte sociétal, qui est très dynamique, qui évolue. Et effectivement, le rôle des technologies qui évolue également. Il y a 5 ans, on n'avait pas nécessairement utilisé les technologies de la même façon qu'on l'utilise présentement. Et ça joue un rôle un peu dans le raisonnement d'aller vers ce format-là. Donc, un peu dans la même veine que vous avez mentionné, et vos ajouts sont importants, parce que particulièrement l'accessibilité, on pourrait bien l'intégrer dans ces 3 volets. Je dois mentionner au niveau du premier, donc la recherche sur l'apprentissage,
Pour moi, c'est de la recherche qui donne une bonne conception de cours, que ça soit purement en ligne, que ça soit face à face ou une synergie entre ces deux-là. Je pense que c'est des pratiques qui s'arriment bien avec tous les formats. Par contre, on voit comment que ça peut être aligné avec la pratique hybride. Donc, comme vous avez mentionné, une de nos collègues, l'importance de l'action, donc de l'engagement, d'être centré sur l'apprenant et de reconcevoir un cours en réfléchissant à comment nos étudiants apprennent et la séquence de leur apprentissage, leur aha moment, et quand on pourra arrimer ce qu'on va mettre en ligne pour leur être plus bénéfique et ce qu'on va faire en salle de classe par la suite. Ça aussi, c'est centré sur l'apprenant à la place d'être simplement transmis et qui sont actifs dans ce contexte. C'est avantageux. Il y a beaucoup de recherches pendant quelques décennies à cet égard. L'importance de faire des liens. La recherche nous dit, écoute, si vous allez avoir deux modèles, c'est nécessaire d'avoir des liens entre ces deux modèles, de ce que vous allez faire à l'extérieur de la salle de classe et ce que vous allez faire à l'intérieur. Il y a besoin d'une connexion, de voir la pertinence, d'avoir étudié et pris le temps de faire des activités avant de venir en salle de classe et connaître pourquoi qu'on a fait telle lecture et vu telle vidéo et que ça soit connecté avec les activités en salle de classe et pas deux choses indépendantes. On voit l'importance d'avoir du temps pour apprendre et réfléchir. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que si on a le temps de réfléchir extérieur de la salle de classe, de faire de la recherche et trouver nos définitions, nos termes, de se préparer pour les activités qu'on va avoir en salle de classe, les choses vont mieux dans le contexte de l'apprentissage. Pas tout le monde est à l'aise à venir dans une discussion au tout départ et de pouvoir échanger directement avec leurs collègues. Mais si nos étudiants ont l'occasion de réfléchir, écrire, sont prêts à argumenter par la suite, il y a la synergie entre les deux parties. Et évidemment, la reconnaissance de la diversité, donc diversité d'étudiants qui préfèrent travailler en groupe, qui préfèrent être à l'autonome, qui sont stressés dans des groupes de 100 étudiants, qui aiment se préparer seuls et qui peuvent échanger mieux dans le contexte par la suite, avec la flexibilité du temps pour les moments quand ils font leur activité en ligne, ils peuvent le faire tôt le matin, tard le soir. Il y a une diversité d'apprentissage qu'on peut prendre en compte dans ce contexte-ci également. Mais comme je mentionne, on peut prendre également en compte ces éléments, que ce soit de l'enseignement purement face-à-face ou en ligne, ou une combinaison des deux. Je pense que c'est des bonnes pratiques, point à la ligne. Mais on peut voir comment les deux ensemble peuvent être bénéfiques, les meilleures pratiques des deux côtés, voilà. Il y a le contexte sociétal. Évidemment, on a beaucoup de changements maintenant, ça évolue. Dans nos vies, on change d'emploi, on a des promotions, on a des éléments qui nous viennent, pour lesquels on a besoin de mieux apprendre et de connaître. Et je pense que, au moins à l'Université d'Ottawa, on voit que cette flexibilité d'apprentissage en salle de classe et ailleurs fait de ce contexte une réalité. Donc, c'est-à-dire que les étudiants ont l'occasion de se joindre à un groupe dans un sens plus accessible qu'il aurait pu auparavant. Les mots me viennent parfois en anglais, là, je les traduis au fur et à mesure. Des fois, c'est inversé. Non seulement les classes inversées, mais c'est le vocabulaire inversé. Vous allez me corriger peut-être par la suite, m'excuse. Donc, on voit qu'il y a des éléments sociétals qui s'installent ici également. L'accès, on avait parlé, et vous l'avez mentionné, en temps et lieu. Les étudiants peuvent, pour les parties en ligne, les compléter au temps qui leur sont plus propices à eux, et les lieux également. Nous, à l'Université d'Ottawa, et vous également, je suppose bien, on a des communautés d'apprenants à travers le pays et même à travers la province. On a certainement des personnes qui viennent à l'Université d'Ottawa de Montréal, pas en génie, évidemment, parce qu'ils restent ici, hein. Mais dans les autres sujets, et ils vont venir que 3 semaines dans le semestre, parce qu'ils ont les cours en face-à-face ces 3 semaines-là, et les restants qui vont les faire en ligne seulement. Donc, on a une flexibilité à ce niveau-là. Finalement, ça l'aide à développer des compétences complexes. On y songe moins, mais pour réussir à un cours hybride, on a besoin d'avoir une bonne gestion de temps comme étudiant,
hein, de ne pas nécessairement utiliser nos 3 heures en ligne pour autre chose et de mettre nos 8 à 10 heures par semaine régulièrement sur cette thématique-là. On a besoin d'avoir une gestion de notre propre apprentissage, d'études. Et nous, à l'Université d'Ottawa, je suis très impliqué dans l'évaluation des programmes. On entend souvent des employeurs qui disent les habiletés de gestion de temps et de la métacognition, donc c'est-à-dire de la gestion de nos propres apprentissages et comprendre comment qu'on apprend et comment qu'on travaille et comment qu'on interagit avec les autres, très important. C'est une manière de les faire exercer, nos étudiants, ces capacités-là et ces compétences par le biais de leur faire vivre et leur faire gérer leur temps et leur moment d'étude. Et on essaie maintenant de créer des ressources et des opportunités de discussion à cet égard pour nos étudiants, pour les aider à pratiquer et à évoluer et à enrichir ces compétences-là. Et on en apprend également à cette thématique. Rôle des technologies, je pense qu'on peut tout dire que l'accès au savoir est très différent maintenant avec la technologie. On est moins présent à la bibliothèque à aller chercher des copies physiques de revues scientifiques. On peut avoir accès à ça en ligne. On a accès à nos experts différemment. On peut les amener en salle de classe en direct par Skype ou Adobe Connect. On peut enregistrer ces modalités-là et les utiliser plus tard. On peut conserver non seulement ces vidéos-là ou les éléments de nos cours pour les réutiliser les années à suivre, comme exemple, et faire des inventaires de ressources pour nos étudiants avec la technologie. Et on peut dire facilement que nos manières d'interagir sont très différentes à cause de ça. On a un accès différent et ça serait dommage de ne pas utiliser le potentiel que nous amènent les technologies dans le contexte de notre pédagogie, de reconcevoir nos cours avec toutes ces nouvelles informations et ces nouvelles opportunités pour donner plus d'avantages à nos étudiants dans le contexte de leur apprentissage. Donc, voilà en fait les 3 grands volets de nos raisonnements, là, et on les tweak et on en ajoute souvent à travers les années parce qu'on en apprend encore davantage sur les raisons d'être derrière ça et on s'implique un peu plus dans le domaine de la recherche, particulièrement sur nos propres données dans les années là, qu'on vient juste de passer. Et c'est un processus assez énergisant pour nous. Donc, un mot sur notre historique. Voilà ce que c'est l'apprentissage hybride et notre raisonnement derrière ça. On a un peu un historique à l'Université d'Ottawa. Dans les années 80-90, on a commencé avec la formation à distance. Et c'était plutôt en ligne, là. Ça portait particulièrement dans le domaine de la science de la santé. On fait partie d'un consortium national de formation en santé où on a 3 facultés en particulier, entre autres, là, qui travaillent à créer des cours à distance et en ligne. Et ça a commencé plus ou moins dans les années 90 à offrir ça à des communautés francophones qui étaient éparpillées à travers le pays. Plus tard, on a ajouté la faculté d'éducation qui a monté des cours particulièrement en maîtrise pour des sous-groupes de personnes à travers le pays. Donc, disons, en Colombie-Britannique, qui avaient besoin de développement professionnel en médecine, par exemple, ou en éducation, et ont pu suivre les cours à distance qui étaient créés. On n'en avait pas beaucoup, mais c'était en croissance. Donc, on a eu un peu une historique de ce contexte qui nous a animés un peu dans nos discussions. On a eu la création d'un Learning Management System. En français, Nancy? Bien, regarde-moi ça, c'est écrit en français, là. Hein? Me tourne de bord, c'est un système de gestion d'apprentissage, voilà, qui est devenu par la suite WebCT et Blackboard Learn. On a évolué dans le contexte des technologies d'apprentissage à ce niveau-là, et vous aussi également, je suis bien confiant. On a également plusieurs podiums à travers l'université dans au moins 500 classes, salles de classe. On a des podiums comme la vôtre ici, qui est interactive, là, et puis le monde peut l'utiliser de façon différente. On a maintenant des salles de classe interactives, un peu comme ceux que je viens juste de voir en janvier à l'HEC, avec des tables mobiles et des technologies avec des iPads qu'on peut envoyer des images ou des diagrammes à n'importe quel écran entre les profs et les étudiants et des interactions plutôt
différentes là, qu'on essaie d'expérimenter. Donc, on a un peu une culture d'expérimentation à l'Université d'Ottawa. Donc, on n'est pas particulièrement surpris qu'en 2012, on a pu un peu un point de départ où il y a un comité qui s'est lancé à discuter d'éléments éducatifs et comment intégrer la technologie dans la pédagogie. Il y avait une poussée à ce moment-là par la province d'Ontario pour augmenter l'accès, je devrais dire, aux cours et au contenu de nos étudiants à l'Université d'Ottawa. Ça partait un peu de nos Strategic Mandate Agreements. C'était pour toutes les universités à travers la province, on avait des objectifs qui nous ont été encadrés. Donc, on a eu un groupe de travail qui a commencé à regarder ces options-là. Et finalement, un rapport qui a été soumis printemps 2013 qui nous a donné une série de recommandations. Une de ces recommandations-là portait sur une initiative de cours hybrides et la création d'une série de formations qui pourraient soutenir les professeurs dans ce contexte. Donc, essentiellement, le restant, ici, on va parler de cette recommandation-là. Donc, dès le printemps 2013, on a eu l'approbation du Bureau des gouverneurs, on a eu un montant qui a été dévoué à cette initiative-là par année d'environ 300 000 $. Donc, ce qui veut dire, ça paye les frais des personnes qui ont été embauchées pour faire le soutien des professeurs, mais également un fonds qui pourrait aider le développement des cours qui sera versé aux professeurs également. Voici les cibles. On a eu la conception de 1000 cours par 2020. C'était ça la recommandation. Mais c'est une banque de cours, pas 1000 cours par année ou pas 1000 cours qui sera offert en même temps, là, mais une banque de 1000 cours. Ça pourrait être 300 dans un semestre et 500 dans l'autre. Mais également, après les 5 ans, en fait, une fois terminé, ça serait une formation de 500 profs au total. Et il y a essentiellement 4 volets qui font suite à ça, à notre soutien envers les profs. Donc, on a d'une part un fonds qui leur est dédié. Donc, c'est des fonds pour les professeurs de développement. Donc, parfois des montants de 5 000 $ pour un assistanat qui pourra leur aider à mettre du contenu en ligne, développer des vidéos, commencer des modules ou travailler dans le système de gestion d'apprentissage. Hein? Learning Management System, j'ai eu. Donc, des fonds à cet égard. On a le soutien à travers de la consultation, 1 à 1 avec des conseillers en pédagogie universitaire. On a des formations. Nancy va faire suite avec cette programmation-là. Et on commence avec un prix d'excellence. Et ça nous permet de voir les champions et promouvoir et célébrer les très bons cours pour donner des idées, démontrer ce qui est possible à travers diverses disciplines également. Donc, pour terminer, on a plusieurs défis au niveau institutionnel. Un des défis, c'est la résistance au changement. Je pense qu'on vit toujours ça quand on a quelque chose de nouveau ou on veut essayer quelque chose de différent. Nous, on vit le 20-60-20. Des fois, je le décris. Donc, c'est-à-dire, on a 20 % de personnes qui embarquent tout de suite. C'est nouveau, c'est innovateur. On veut voir qu'est-ce qui va se passer. On veut être prendre partie là-dedans. On a le 60 % qui attend de voir comment que ça va se passer. Ils vont se positionner par la suite. Et on a un 20 % on peut leur payer n'importe quel montant d'argent et ils ne vont pas changer. Ils ont leur formule, point la ligne, et c'est la fin. Mais c'est la réalité de tous nos changements à l'université. Je ne sais pas si vous le vivez également. Mais on doit dire qu'on a un peu la résistance de la part des étudiants au début, quand ils ne connaissaient pas ça. Ils disaient, « Écoute, vous voulez que je travaille encore plus dans mes cours? Je ne peux pas m'asseoir ici et écouter. Et vous allez me dire quoi faire et comment faire. J'ai besoin d'aller travailler de façon autonome, à rédiger des choses, à réfléchir, et tout à coup, je viens en classe, j'ai besoin de travailler avec mes collègues. Je paye mes frais de scolarité pour l'expert qui me parle, pas pour mes collègues. » Donc, on aurait pu peut-être travailler plus avec les étudiants dès le départ et expliquer la justification vers ça. On l'a commencé, mais un peu plus tard. Et on a eu plusieurs échanges avec les étudiants à ce niveau-là. Et on commence à voir un changement dans cette culture-là.
parce qu'on voit les retombées, leurs notes, ce qu'ils peuvent faire. Particulièrement dans le contexte de l'évaluation de programme, on fait le mapping des apprentissages. Vous, en génie, c'est les attributs, les indicateurs et comment ils sont distribués à travers les cours et vécus et enseignés et appris. Bien, nous autres, on a cette même réalité-là et on commence à le voir dans ces analyses. Et finalement, initialement, avec notre recommandation, on avait dit on va former 40 profs en 2013 et on aura 40 cours hybrides 2013. Mais nécessairement, si on forme un prof, ça prend 1 an à développer un cours hybride. Donc, ça aurait dû être 2013, 40 profs, 2014, 40 cours. Et puis décaler de cette façon-là. On n'avait pas pensé à ça. On en apprend. Donc, en fait, dans le contexte de prochaines étapes, on s'est lancé très vite parce qu'il y avait des fonds rattachés à ça. On n'avait pas nécessairement travaillé très fort sur un protocole de suivi. Et c'est ce qu'on fait présentement. Notre prochaine étape est vraiment d'élaborer le plan d'évaluation et d'impact de cette initiative, de voir comment que ça se passe, comment qu'on peut enrichir nos formations et nos programmes. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on va faire à l'année 2020? Quand on a terminé nos cibles, quelles sont les prochaines cibles ou comment qu'on va soutenir ces initiatives quand l'argent ne sera plus là, en fait. Donc, on est rendu là. Et au niveau institutionnel, ça a été une belle aventure, mais ça continue, et ça continue par le biais de la formation que gère Nancy et les ressources créées pour soutenir les professeurs et également, d'une part, les étudiants qui travaillent dans ce format-là également. Donc, je donne la parole à Nancy qui pourra vous partager un peu ces propos-là. Comme j'avais mentionné, ou avait mentionné Eric, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais on aura également une période de questions par la suite. Merci.